L'histoire commence alors que notre protagoniste blessé, nommé N, se tient au bord d'une falaise. Il se reproche d'être trop faible, mais il est soulagé de savoir que ce sera la fin. N se jette du haut de la falaise et se demande s'il a jamais été utile d'être en vie. En fin de compte, il n'a jamais été capable d'accomplir quoi que ce soit, et maintenant c'est tout simplement fini. Dans ces derniers instants, N pense à la façon dont il a été traité et à la façon dont sa vie a été la pire qui soit. Les gens l'ont traité comme une ordure, et maintenant il va mourir comme l'ordure qu'il est. Un peu plus tôt, nous voyons un guerrier affronter un monstre rat géant. Il réussit à le repousser, mais il s'impatiente lorsque sa partenaire met trop de temps à faire son incantation. Elle finit par l'achever et lance une puissante boule de feu qui rôtit complètement la bête. Une fois l'incantation terminée, le guerrier fait appel au ramasseur de poubelles de son équipe, et nous constatons qu'il s'agit d'N. N essaie de lui dire que son nom n'est pas ramasseur d'ordures, mais il finit par trébucher, et les coéquipiers d'N se moquent de lui pour son inutilité. Le mage leur dit qu'il devrait plutôt le plaindre parce que le ramasseur d'ordures n'est pas une classe commune élevée comme eux. Au contraire, il n'est qu'un vulgaire déchet. N s'excuse d'être tombé, parce qu'il doit tout porter, mais Zwad, le guerrier, lui dit de se dépêcher d'évaluer la bête. Il s'avère que le métier d'N est celui d'évaluateur. Dans ce monde, la déesse de la lumière donne aux gens un travail à la naissance, et la déesse des ténèbres leur donne des compétences. En s'entraînant, les gens peuvent perfectionner toutes sortes de capacités, mais les métiers sont transmis de génération en génération et ne peuvent jamais être modifiés. Les métiers sont divisés en 3 niveaux. Le niveau le plus élevé est réservé aux classes rares, qui ne comptent qu'une poignée de personnes très talentueuses. Il s'agit notamment des riches marchands et des stratèges militaires. Au milieu se trouve le niveau le plus commun, qui comprend des gens comme ses coéquipiers, Zwad et Jolene. Ce sont des épéistes, des mages et d'autres personnes capables de se battre. Enfin, le niveau le plus bas est le bas commun. Il s'agit des paysans et des évaluateurs qui ne sont pas aptes au combat. Les emplois sont hérités par les enfants, généralement pour qu'ils puissent poursuivre le métier de leurs parents. Cependant, dans le cas d'N, il a perdu ses parents très tôt et n'a donc pas pu poursuivre l'activité familiale. C'est pourquoi il a décidé de devenir un aventurier. Il rêvait de devenir riche, mais les choses ne se passent jamais comme prévu. N utilise ses compétences en matière d'évaluation et constate que le rat est classé F. Pour sa rareté, c'est le moins qu'on puisse dire, mais, étonnamment, son incisive est classée D. N ne parvient pas à arracher l'incisive. Ne parvenant pas à arracher la dent, N demande de l'aide à Zwad. Zwad est insulté, car il ne toucherait jamais un rat dégoûtant, et Jolene rappelle à N que c'est le travail du ramasseur d'ordures de s'occuper des déchets. Zwad frappe N avec une pierre et s'énerve encore plus quand N lui jette un coup d'œil. Il donne un coup de pied à notre garçon et Jolene lui rappelle qu'il le protège. Elle lui dit qu'il devrait être plus reconnaissant, et N n'a d'autre choix que de s'excuser. Il sait que ce monde est injuste et se remet au travail. Ses coéquipiers continuent de se moquer de lui alors qu'il fait simplement son travail, et Jolene est dégoûtée par ce qu'il doit faire. Ils n'en reviennent pas de voir à quel point l'évaluation est un travail d'ordure, et ils ont du mal à regarder N enfoncer sa main dans la gueule du rat. Elle ne peut qu'être d'accord avec eux, car tout ce qu'il sait faire, c'est trouver et tailler des matériaux dans les monstres. C'est à peu près l'équivalent de fouiller les poubelles. Zwad en rajoute en soulignant qu'N ne fait partie de son groupe que parce que Zwad ne voulait pas mettre des morceaux de monstres dégoûtants dans son sac magique. Les 2 hommes l'appellent le « ramasseur d'ordures » et lui disent de se dépêcher pour qu'ils puissent continuer leur mission. N s'exécute car il n'a pas d'autre choix que d'endurer. La seule façon de survivre dans ce monde est de faire son travail et de ramasser les ordures. Quelques instants plus tard, Zwad n'en croit pas ses yeux, il tombe sur le cadavre d'un chien de l'enfer. Zwad envoie le ramasseur d'ordures chercher des pièces, mais N hésite. Les renseignements de la guilde indiquent que ce type de monstre ne devrait pas se trouver dans ce donjon. Bien sûr, Zwad lui dit simplement de faire son travail, et les 2 abrutis réfléchissent à tout ce qu'ils vont faire avec l'argent. L'évaluation d'N révèle que les pièces du chien de l'enfer ont une rareté B, et il commence à le démonter. À ce moment-là, Zwad remarque qu'il y a un autre chien de l'enfer à proximité et demande avec enthousiasme à N de s'en occuper aussi. Mais N reste figé de terreur, car il est plus intelligent que Zwad et s'aperçoit que quelque chose ne va pas. La carte de la guilde indique qu'il ne devrait y avoir qu'un seul couloir. Zwad rejette son inquiétude en disant que la carte est simplement erronée, mais N pense que c'est un signe terrible et dit qu'il devrait partir. Zwad se fiche éperdument de son opinion et dit à N de partir de lui-même. Il est fatigué de toutes ces discussions et menace de licencier N s'il ne les suit pas. Zwad dit qu'il ne paiera même pas à N ce qu'il a gagné et lui donne une dernière chance de changer d'avis. N se trouve dans une situation très difficile, car peu de groupes acceptent de prendre quelqu'un qui a un travail sans valeur comme le sien. Faire partie du groupe de Zwad est le seul moyen pour lui de joindre les 2 bouts, il n'a donc pas d'autre choix que de le suivre. N est furieux, mais il sait que la vie n'est pas juste. Un peu plus tard, Zwad est encore plus heureux lorsqu'il trouve une tonne de chiens de l'enfer tués. N est inquiet et se demande ce qui peut bien vaincre ces monstres de haut niveau. S'il s'agissait d'autres aventuriers, ils auraient ramassé les objets. Zwad n'a pas envie d'utiliser son cerveau,
mais N est terrifié lorsqu'il lui fait remarquer que plusieurs chiens de l'enfer vivants sont apparus. Les abrutis réalisent enfin qu'ils sont en grand danger, et N détermine que la meute devait simplement se battre pour de la nourriture. Jolene doute qu'il puisse même vaincre l'une de ces bêtes, et il décide donc de s'enfuir. La fuite semble également impossible, mais Wad élabore un plan sinistre. Le regard mauvais, il demande à Jolene de jeter un sort de paralysie à N. N est horrifiée, mais Jolene est d'accord. Elle s'excuse, car elle n'est pas encore prête à mourir, et elle paralyse notre héros. Elle lui explique que s'il a de la chance, la paralysie disparaîtra bientôt et qu'il pourra peut-être s'enfuir avant d'être mis en pièces. Zwad tape du pied sur N et annonce à la meute que le dîner est servi. Elle ne peut que regarder avec horreur ses coéquipiers lui dire au revoir et l'abandonner. Il a du mal à trouver les mots pour implorer de l'aide, mais il est trop tard. La meute s'abat sur N et commence à le déchirer. Heureusement, la douleur annule la paralysie et N est capable de se défendre. En jetant son sac, il découvre toutes les pommes qu'il transportait, ce qui lui donne juste assez de temps pour s'échapper. N s'enfuit en boitant aussi vite qu'il le peut, mais il est horrifié de constater que ses perfides coéquipiers ont bloqué la sortie. Les traîtres l'ont enfermé, mais heureusement, il y a un autre couloir. Malheureusement, il ne mène qu'à une impasse, et les bruits des chiens de l'enfer lui font comprendre qu'N ne peut pas non plus faire demi-tour. Aller de l'avant, c'est tomber de la falaise et mourir, et reculer, c'est être dévoré vivant. N ne peut que rire alors qu'il doit faire un choix horrible, et il blâme sa naissance en tant qu'évaluateur sans valeur. Il est devenu un aventurier dans l'espoir de changer sa vie, mais il n'a fait que subir des moqueries. N a baissé la tête devant les moqueurs, mais il a fini par être abandonné. N blâme une fois de plus sa compétence d'évaluation inutile, mais commence à se demander si elle est vraiment à blâmer. C'est alors que, dans un moment de lucidité, il se rend compte que c'est lui qui est à blâmer. Il a tout mis sur le dos de son travail et s'est enfui en s'imposant des limites. Malheureusement, il est trop tard, mais N a compris que c'est de sa faute s'il est si faible. N se jette à l'eau, et nous entendons ce qu'il a dit au début, il a été traité comme une ordure, et maintenant il va mourir comme une ordure. Quelques instants plus tard, nous retrouvons N inconscient dans un endroit étrange, tandis qu'une femme mystérieuse s'approche de lui. Elle embrasse notre héros sur le front et il se réveille quelques instants plus tard. N est stupéfait de constater qu'il est toujours en vie et que toutes ses blessures ont été guéries. Il est alors étonné de voir un arbre géant entouré de murs d'eau géants, et il utilise sa compétence d'évaluation sur une gouttelette qui tombe de l'arbre. Les résultats de l'évaluation stupéfient notre garçon, car il révèle qu'il s'agit d'une gouttelette de l'arbre-monde. Son évaluation de l'arbre confirme qu'il s'agit bien de l'arbre du monde, mais cela le choque car il ne pensait pas qu'il existait réellement. La légende raconte qu'il y a très longtemps, le monde n'avait qu'un seul arbre-monde. Pour produire l'énergie magique qu'ils utilisent au quotidien, les hommes respirent le mana de l'atmosphère et le transforment dans leur corps. L'arbre responsable de ce mana est l'arbre-monde. Il est supposé s'être desséché il y a longtemps, mais personne n'a pu comprendre comment le mana a pu subsister. Les génies ont supposé que d'autres arbres du monde avaient dû exister, mais malgré l'exploration de chaque centimètre carré du sol, aucun n'a jamais été trouvé. C'est logique, car personne n'aurait l'idée de chercher aussi profondément dans un donjon aléatoire. N sait que c'est l'arbre qui lui a sauvé la vie, alors il le remercie, mais il entend une voix tout près de lui. Il n'y a rien, alors il l'ignore, et il est surpris de constater qu'il n'y a pas de monstre dans les parages. N se demande ce qu'il va faire, car il est sûr que les traîtres n'enverront pas d'aide, et il n'a plus rien à manger. N ne peut qu'aller de l'avant et remercie l'arbre une dernière fois. Alors qu'il s'en va, nous voyons apparaître la mystérieuse fille de tout à l'heure, qui s'inquiète pour notre garçon. Il s'agit clairement d'un territoire inconnu, car rien de tout cela ne figurait sur la carte de la guilde. C'est pourquoi N craint qu'il n'y ait des monstres encore plus puissants que les chiens de l'enfer dans les environs. Ces derniers l'ont bien amoché, mais N se ressaisit car il n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Son expérience de mort imminente lui a donné une nouvelle vision de la vie et il se promet de ne plus jamais s'imposer de limites. Armé d'un rocher, N se ferait un chemin dans le donjon, mais il est choqué par l'absence de monstres. C'est bien sûr un soulagement, et il ne lui reste plus qu'à trouver un moyen de s'échapper. Malheureusement, le cauchemar ne fait que commencer, car quelque chose coupe l'oreille d'N. La douleur est insupportable et il tente de récupérer son oreille, mais quelque chose lui tranche les doigts. N utilise l'évaluation sur l'attaquant, et il est horrifié de découvrir qu'il s'agit d'un gremlin de rang S. La bête le transperce instantanément, et N se rend compte qu'être capable de connaître le rang de son adversaire ne signifie pas qu'il est assez fort pour le combattre. N tente de s'échapper, mais il est à la merci du monstre. Le gremlin s'apprête à mettre fin à ses jours, mais N est stupéfait de voir qu'il s'est arrêté et qu'il tremble maintenant de peur. Le gremlin est complètement écrasé, et N est horrifié de voir qu'un ours de la mort de rang S est apparu. La bête transperce le visage d'N, détruisant l'un de ses yeux, et l'ours commence à l'écraser. N abandonne alors qu'il se prépare à mourir, mais un mystérieux garçon apparaît pour le sauver. Le garçon se plaint d'une fille qui le supplie de sauver N, et il dit à notre héros de ne pas se faire de fausses idées. N perd connaissance, et lorsqu'il se réveille, on voit que son œil abîmé a été remplacé.
Il est de retour près de l'Arbre-Monde et constate avec stupéfaction que ses blessures sont guéries. Anne voit la mystérieuse jeune fille pour la première fois, et sa beauté le laisse sans voix. Il la compare à l'un des elfes que l'on voit dans les contes de fées, et elle donne un sourire à notre héros. À ce moment-là, une jeune fille gronde Anne parce qu'il ne boit pas le thé que sa fille lui a préparé. Elle voulait qu'il montre sa gratitude en buvant le thé, mais quelque chose distrayait tellement Anne qu'il n'a pas remarqué la fille qui tenait une tasse. Anne voulut d'abord savoir qui elles étaient, mais la mère le força à boire le thé de sa fille. Anne dit qu'il était délicieux, et il trouva mignon le mouvement des oreilles de la fille lorsqu'elle était contente qu'il aime le thé. La mère protectrice était furieuse et a averti Anne qu'elle l'effacerait de ce monde s'il avait ne serait-ce que de mauvaises pensées à l'égard de sa fille. Il s'est avéré que c'est cette petite vieille qui a sauvé Anne. Elle n'avait aucune envie de sauver une forme de vie inférieure comme Anne, mais sa fille, nommée Yuri, l'a pratiquement supplié de l'aider. La vieille dame s'appelait Ursula, et elle exigeait qu'Anne soit reconnaissant. Yuri répondit qu'elle n'avait rien fait, mais Ursula n'aurait jamais sauvé Anne si elle n'avait pas été là. Ursula demanda à Anne de se mettre à genoux devant Yuri et de lui montrer sa gratitude, ce qu'il fit. Il remercia Yuri, à sa grande joie, mais Ursula était furieuse de le voir se montrer si désinvolte en l'appelant par son prénom. Elle n'arrivait pas à croire qu'Ursula était une mère, et elle lui révéla qu'elle était aussi la gardienne de l'Arbre-Monde. Ce monde comptait 9 de ces arbres, et les gardiens étaient chargés de veiller à ce qu'ils vivent en paix. Il restait auprès d'eux pour les surveiller et parfois les protéger des attaques extérieures. Ursula vivait à cet endroit depuis que l'arbre y avait planté ses racines. Anne remarqua qu'elle parlait de Yuri, et Yuri lui révéla qu'elle était en fait l'Arbre-Monde lui-même. Plus précisément, elle était la volonté de l'Arbre-Monde et pouvait être considérée comme son esprit. Anne déclara que cela expliquait pourquoi elle était si belle, mais Yuri ne sut pas comment réagir à ce compliment. Bien entendu, Ursula s'emporta à nouveau et avertit Anne de ne pas toucher à Yuri avec ses sales pattes. Elle s'exclama qu'elle ne lui avait pas rendu son œil juste pour regarder sa fille, mais elle ne comprit pas ce qu'elle voulait dire. Elle ne se souvenait que maintenant qu'il s'était fait démolir par un ours et que son œil avait été réduit en miettes. Ursula lui révéla qu'elle avait soigné ses blessures à l'aide de gouttelettes provenant de l'Arbre-Monde. Malheureusement, les gouttelettes ne pouvaient pas restaurer les globes oculaires écrasés, alors les filles ont fait quelque chose de très gracieux pour lui, elles ont utilisé une partie de l'Arbre-Monde lui-même pour fabriquer un œil artificiel à Anne. Certains appelleraient cela une prothèse de l'œil spirituel. Bien sûr, c'est Yuri elle-même qui a demandé à Ursula d'utiliser ses pouvoirs pour qu'Anne puisse voir à nouveau. Elle ne comprenait pas pourquoi Yuri voulait tant l'aider. Elle lui expliqua que c'était parce qu'il l'avait remercié lors de leur première rencontre. Ursula expliqua qu'il était très rare que quelqu'un tombe dans ce gouffre, mais que lorsqu'il le faisait, Yuri le sauvait toujours. Cependant, aucun d'entre eux n'avait jamais manifesté de gratitude. En fait, c'était plutôt le contraire. Après avoir découvert quel était l'Arbre-Monde, la plupart des aventuriers ingrats avaient commencé à arracher des feuilles et des branches pour se les approprier. C'est pourquoi un simple « merci » de la part d'Anne la rendait si heureuse. Anne la remercia encore une fois, ce qui rendit Yuri folle de joie. Ursula déclara qu'ils avaient fini de sauver Anne, et qu'ils pouvaient donc se perdre, mais Yuri était inquiète. L'abîme était vraiment dangereux et elle craignait que Anne ne meure. Bien sûr, la minuscule vieille dame s'en moque éperdument, mais Yuri se demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire. Ursula lui rappela que son serment de gardienne ne lui permettait de s'éloigner de Yuri qu'à une certaine distance. Il lui était donc impossible de le raccompagner à l'extérieur. Malheureusement, la magie de téléportation ne fonctionnait pas non plus dans ce donjon. Yuri se mit à pleurer de désespoir, mais Ursula ne supportait pas de la voir si triste. Elle réalisa à quel point sa fille tenait à ce garçon, alors elle lutta contre sa propre haine pour lui et trouva une solution. Elle pointa du doigt le garçon et déclara qu'elle le formerait elle-même. Elle le rendrait assez fort pour qu'il puisse quitter cet endroit par ses propres moyens. Anne fut choquée d'entendre qu'il pourrait quitter cet endroit en vie, et il remercia à nouveau les dames. Ursula expliqua avec colère qu'il recevrait un entraînement personnel de la part du plus puissant des mages, et qu'elle n'accepterait donc rien d'autre que ses meilleurs efforts. Anne refusa de gâcher cette opportunité et se promit de faire de son mieux. Alors qu'il se mettait en route, Anne se demanda si Ursula n'avait pas l'intention de le jeter directement dans la bataille. Ursula n'apaisa pas son inquiétude en lui expliquant qu'en commençant par des études théoriques, cela prendrait une éternité et qu'Anne serait un vieillard grinçant à la fin de sa formation. Il n'y avait pas de temps à perdre, Ursula voulait le rendre fort le plus vite possible. Ils s'arrêtèrent et elle demanda à Anne de regarder quelque chose, mais il ne vit que l'obscurité. Ursula gronda le demi-esprit et lui rappela que son œil gauche avait été généreusement remplacé par un morceau de l'Arbre-Monde. Anne répondit que sa vision n'avait pas changé du tout, mais Ursula lui expliqua que c'était seulement parce qu'il manquait de conscience. À ce moment-là, Anne réfléchit profondément à la façon dont il avait perdu son œil et était tombé dans l'obscurité. Ce n'est que lorsque Yuri lui a donné cet œil qu'il a pu voir à nouveau. Tout ce qu'il verrait désormais dans ce monde serait dû à la lumière dont Yuri l'avait gratifié. À ce moment-là, alors qu'il pensait à sa gratitude, l'œil d'Anne commença à chauffer. Il ouvrit les yeux et fut choqué de constater qu'il se trouvait dans un endroit complètement différent. Ursula,
satisfaite, déclara qu'il était enfin temps pour lui de commencer son entraînement. Elle réveilla un monstre semblable à celui qui l'avait attaqué la première fois, et celui-ci attaqua rapidement. Ursula expliqua que, pour la première étape, Anne devait esquiver tous les mouvements du monstre. Anne se demanda si c'était possible, mais Ursula lui rappela qu'il avait le pouvoir d'appréciation. C'est vrai, mais Anne lui fait remarquer que la compétence d'évaluation n'est utile que pour obtenir des informations. Ursula le traita d'enfant stupide et lui révéla que l'évaluation avec l'œil spirituel n'avait rien à voir avec l'évaluation avec des yeux humains. Anne utilisa l'évaluation avec son œil spirituel et fut choquée de constater qu'il évaluait en fait le prochain mouvement du monstre. L'évaluation était très descriptive, puisqu'elle disait que le monstre utiliserait sa faux pour lui couper l'oreille droite, et Anne fut stupéfait. Sa stupéfaction ne dura cependant pas longtemps, car Anne resta là et la bête lui coupa l'oreille. Alors qu'il se tordait de douleur, Ursula expliqua qu'un œil spirituel pouvait évaluer bien plus que n'importe quel humain. Il pouvait évaluer les mouvements de l'adversaire, et Anne confirma que la bête avait fait exactement ce qu'il avait évalué. Anne ayant perdu beaucoup de sang, Ursula le soigna immédiatement. Elle apporta des gouttelettes que Yuri lui avait gentiment données. Avec ces gouttelettes, peu importe qu'Anne se fasse découper en tranches, Ursula pourra le soigner à nouveau. Elle voulait qu'Anne apprenne sérieusement de nouvelles techniques, et il n'y avait pas de temps à perdre. Le monstre se dirigea vers une nouvelle attaque, et l'évaluation révéla qu'il attaquait sa jambe gauche avec sa faux. Malheureusement, il ne pouvait pas l'esquiver avec ses réflexes actuels. Il lui serait utile de connaître le moment exact de l'attaque, mais il se rappela qu'il avait maintenant un œil spirituel et qu'il lui suffisait de penser au-delà des limites humaines. Anne tenta d'utiliser la réappréciation, et il fut choqué de voir qu'elle fonctionnait. Le système indiquait que l'attaque se terminerait dans 5 secondes, et Anne commença à compter. Son timing était parfait, et il réussit étonnamment à esquiver l'attaque. C'était la première fois qu'il esquivait une attaque d'un monstre de rang S, et il ne pouvait pas être plus heureux. Il essaya de partager son bonheur avec Ursula, mais il se laissa distraire et se fit à nouveau découper. Anne se rendit compte qu'il ne devait pas être trop arrogant et qu'il devait travailler dur. Il voulait être capable d'utiliser l'évaluation aussi naturellement que la respiration. Anne était persuadée qu'une fois qu'il aurait appris à le faire, son monde entier allait changer. Anne esquive plusieurs autres attaques et nous apprenons qu'une semaine s'est écoulée depuis le début de l'entraînement. Anne utilise beaucoup mieux son évaluation maintenant, mais il célèbre une fois de plus trop tôt et se fait découper. Ursula s'en réjouit car, comme elle le dit, la douleur est le meilleur des professeurs, mais elle n'apprécie pas qu'elle prenne autant de plaisir à le faire. Alors qu'Ursula le soigne, elle lui révèle qu'il a obtenu la note de passage et qu'il est temps de passer à la leçon suivante. Pour celle-ci, il devra vaincre le gremlin, mais Anne rappelle à la vieille dame qu'il n'a pas de travail de combat. Ursula, bien sûr, le sait et lui explique qu'il n'aura pas à se fier à ses compétences, mais à son œil spirituel. Elle remet à notre garçon une épée en bois fabriquée à partir de l'arbre-monde et révèle que Yuri a insisté pour qu'elle soit donnée à Anne. Yuri a eu la douleur de casser une de ses branches juste pour Anne, alors Ursula dit qu'il ne peut pas refuser. Il ne peut pas non plus la laisser se briser, et Ursula promet de la briser. Tandis qu'Ursula sanglote devant ce geste merveilleux, Anne promet de faire attention à la branche et remercie Yuri. À ce moment-là, le monstre s'approche à nouveau de lui, et Anne utilise l'évaluation pour déterminer quand et où il va attaquer. Anne pense qu'il lui suffira d'attendre le moment idéal pour frapper, et il commence son compte à rebours. Le moment idéal arrive, mais il manque à l'appel. Ursula lui explique qu'il est trop lent, mais ne lui donne aucun conseil. L'idée suivante d'Anne est de tenir son épée à l'endroit où le monstre va attaquer, mais cela ne marche pas non plus. Il se souvient que le monstre est une créature vivante dotée d'un cerveau, et qu'il est donc logique qu'il esquive lorsqu'il voit une arme. Anne devient frustrée, car les humains et les esprits ne voient pas les choses de la même façon, et il ne comprend pas. Heureusement, son instructeur l'aide enfin et lui rappelle que les mouvements ne sont pas la seule chose que son œil spirituel peut évaluer. Anne réfléchit attentivement et remarque que l'évaluation révèle également la trajectoire de l'attaque de son adversaire. Au lieu d'utiliser son évaluation normale, Anne se souvient d'utiliser son œil spirituel et active la super évaluation. Anne est stupéfait car le gremlin semble s'être arrêté de bouger, mais il réalise ce qui se passe réellement. Lorsqu'il évalue la trajectoire d'une attaque, il voit les mouvements de l'adversaire au ralenti. Cela permet à Anne de porter une attaque, mais il est choqué de voir qu'il a vaincu le gremlin d'un seul coup. Il se rend compte qu'alors que tout semblait se dérouler au ralenti, il se déplaçait toujours à une vitesse normale lors de l'évaluation. Cela a amplifié sa vitesse en temps réel, et son attaque a donc frappé avec beaucoup de force. Anne fête sa première victoire sur un monstre, qui plus est de rang S. Ursula lui reproche de ne pas avoir été à la hauteur. Ursula le réprimande pour la millionième fois parce qu'il s'est encore réjoui trop tôt, et lui explique que ce n'était rien. Pour la suite de son entraînement, il devra vaincre tous les gremlins de la région. Non loin de là, Yuri espère qu'Anne va bien. Un peu plus tard, nous retrouvons notre garçon et constatons qu'il s'est beaucoup amélioré et qu'il a vaincu tous les gremlins. Pour la suite de l'entraînement, Anne devra évaluer les capacités d'un gremlin et se les approprier.
Ursula explique que les humains peuvent acquérir des compétences en les apprenant, mais que les monstres naissent avec des capacités innées. Elle est persuadée de pouvoir évaluer les capacités, mais il doute sérieusement de pouvoir se les approprier. Ursula le traite de gamin stupide et lui rappelle que l'évaluation a toujours consisté à lire des informations sur un adversaire. L'utilisateur comprend ces informations et en tire des connaissances. Cependant, maintenant qu'En possède un œil spirituel, il peut faire plus qu'acquérir des connaissances à partir de ces informations, il peut aussi acquérir de l'expérience. En fait un essai sur l'un des cadavres, mais il ressent une douleur intense. Alors qu'il hurle à l'agonie, En décrit cela comme une information qui lui est directement enfoncée dans le cerveau. En se demande s'il a maintenant les capacités du gremlin, et Ursula lui demande de les tester. En découvre qu'il a maintenant une vitesse incroyable, mais son corps n'est pas en mesure de gérer tout cela. Tous ses muscles sont complètement déchirés, mais Ursula dit que c'est normal. Elle le soigne et lui dit de continuer à courir. Elle lui explique qu'en courant, on n'utilise pas seulement ses jambes, mais tout son corps. De plus, les fibres musculaires se renforcent à chaque fois qu'elles se déchirent, alors il doit continuer à courir. Ursula rit comme une folle en disant qu'il n'a qu'à endurer cette douleur quelques centaines de milliers de fois et qu'il aura un corps capable de supporter n'importe quelle vitesse. Après plusieurs jours de course, les fibres musculaires d'En cessent de se déchirer et il acquiert un physique fort et souple. La voix d'En semble devenir plus grave, car il est maintenant beaucoup plus confiant, et il pense qu'il pourrait être prêt à affronter un ours de la mort. Ursula lui rappelle qu'il ne doit pas s'enorgueillir, car il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. En s'en veut beaucoup, mais Ursula décide de l'aider encore plus. Elle déteste vraiment le faire, mais elle va maintenant laisser En évaluer ses capacités. Il se demande ce que c'est, alors elle lui fait une démonstration. Elle se demande s'il l'a évalué à temps, mais Ursula ne lui a même pas donné d'avertissement. Ursula explique que ce qu'elle vient d'utiliser s'appelle l'incantation de Défausse. Il s'agit d'une capacité qui permet à une personne d'utiliser la magie simplement en y pensant. Cela signifie qu'elle peut l'utiliser sans avoir recours à une incantation comme tout le monde doit le faire. C'est assez incroyable, alors Ursula lui dit de se dépêcher d'évaluer l'incantation de dissipation et la boule de feu. Elle recommence, mais cette fois-ci, c'est En qui l'évalue. Il ressent à nouveau une immense douleur et son corps s'enflamme. Après s'être rapidement soigné, En réessaie, mais ne réussit qu'à obtenir l'incantation de dissipation. Après 5 jours d'entraînement avec ses capacités, il était clair que ce ne serait pas facile. En n'a pas un travail axé sur la magie, sa capacité magique est donc faible et il s'effondrerait immédiatement. Lorsqu'il n'avait plus de pouvoir magique, Yuri utilisait une gouttelette de l'arbre-monde sur lui. Les gouttelettes sont extraordinaires, car elles ne se contentent pas de reconstituer les pouvoirs magiques, elles augmentent également la capacité magique totale d'une personne. La seule condition est qu'elles doivent être consommées lorsque la personne est complètement à court de magie, sinon les avantages magiques ne fonctionnent pas. Pour cette raison, En devait continuer à épuiser sa puissance magique. Cependant, au bout d'un mois, En n'est plus seulement capable de lancer 1 millier de boules de feu à la fois, il peut également faire de la magie de niveau moyen. Les capacités qu'il a copiées du gremlin et d'Ursula, son physique inlassablement entraîné et sa capacité magique accrue, sans parler de la super évaluation de ses yeux spirituels, tout cela lui permet de penser qu'il est désormais suffisamment capable de relever le prochain défi. Ursula est d'accord et déclare qu'il est temps pour En de prendre sa revanche. Ils partent à la recherche du Desbirer, mais Ursula demande pourquoi En est si nerveux. Ursula répond que si En est encore assez faible, il est beaucoup plus fort qu'avant. En fait, elle est irritée par le fait qu'il ait été capable d'assimiler les choses beaucoup plus vite qu'elle ne le pensait. Elle est sûre qu'En gagnera tant qu'il mettra son entraînement à profit. En est heureux de constater que même elle peut être gentille, mais elle le précipite dans la bataille. En se rend compte qu'il n'est plus ce qu'il était et reprend confiance en lui. En défie le porteur de mort de front et commence par un barrage de boules de feu. Ursula se moque de lui en raison de son manque de précision, mais il réussit au moins à créer un écran de fumée. En utilise sa vitesse folle pour se mettre en position, et il se sert de son super pouvoir d'appréciation pour tout ralentir. Il enchaîne avec une attaque tempête de vent qui fait de sérieux dégâts. Le porteur de la mort est vraiment en colère, et En se rend compte que ses sorts individuels sont faibles parce qu'il n'est pas un utilisateur naturel de la magie. Pour cette raison, il doit s'assurer que ses attaques sont précises et qu'elles tombent directement. Un seul coup n'étant pas suffisant, En devra continuer à marteler la bête jusqu'à ce qu'elle tombe. En déclenche ensuite sa boule de feu de 100 balles, et l'ours s'effondre sous l'effet de l'attaque. En se demande si les Desbearers ont toujours été aussi faibles, mais il se rend compte qu'il est devenu beaucoup plus fort. En examine le cadavre de l'ours de la mort et endure de plus en plus de douleur au fur et à mesure qu'il acquiert ses capacités. Ursula est persuadée qu'il est prêt, et qu'il ne lui reste plus qu'à vaincre les monstres en remontant à la surface. En est choquée, car cela signifie qu'il a terminé son entraînement. En revient pour dire au revoir à Yuri, et Ursula hésite à lui faire un cadeau que Yuri voulait qu'elle lui fasse, elle lui donne le reste du noyau d'esprit de l'arbre-monde. C'est ce qui a été utilisé pour fabriquer son œil,
et Ursula va maintenant lui fabriquer un nouvel œil artificiel avec le reste du noyau. Anne hésite à l'accepter car c'est la source du pouvoir de Yuri, mais Ursula lui dit de ne pas avoir la grosse tête. Il ne l'empruntera que parce qu'Ursula lui a jeté un sort pour qu'il revienne à Yuri à chaque fois qu'il mourra. Ursula implante le noyau spirituel dans son œil, mais elle ne se sent pas différent. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, que le pouvoir extraordinaire de son œil de dieu spirituel le fera un jour pleurer de gratitude. Elle ne trouve pas Yuri pour la remercier, alors elle apparaît et lui révèle qu'elle est en fait à l'intérieur de son œil. Avec l'ensemble du noyau spirituel transplanté dans son œil, c'est essentiellement la même chose que d'être l'arbre du monde lui-même, et Yuri peut maintenant y rester. Ursula rappelle à Anne qu'il doit être reconnaissant, car cela signifie que Yuri va l'accompagner et Yuri dit qu'elle sera capable de le guérir. Elle pourra utiliser autant de gouttelettes qu'elle le souhaite et promet d'être d'une grande aide. Anne se demande si Ursula est vraiment d'accord, mais elle ne l'est pas. Elle déteste devoir confier sa précieuse fille à un imbécile, mais elle a une bonne raison d'accepter. Yuri n'a eu qu'une seule vie, elle n'a jamais eu d'amis, et elle s'est toujours sentie seule. Anne est peut-être un imbécile, mais Ursula peut dire qu'il a bon cœur. Elle décide de faire confiance à Anne et lui demande de faire découvrir le monde à Yuri grâce à son nouvel œil. Anne se rend compte de l'importance de cette mission et s'engage à prendre soin de la précieuse fille d'Ursula. Ursula lui offre un cadeau d'adieu et lui révèle qu'il s'agit d'un sort de stockage infini. En le voulant, Anne peut stocker une infinité d'objets physiques à l'intérieur du seau, et le premier objet qu'elle veut qu'il stocke est une épée. Yuri lui a fourni les matériaux nécessaires à la fabrication de l'épée spirituelle, qui appartient à Anne. Anne est incroyablement reconnaissant pour ce geste, mais Ursula lui dit qu'il y a encore une chose à faire, et elle le poignarde dans son œil valide. Yuri le soigne, et Ursula lui donne quelque chose d'autre, c'est la pierre philosophale, qu'elle lui enfonce dans la gorge. Cela change son œil droit et Ursula explique qu'elle a établi un lien permanent avec sa conscience. Ils pourront communiquer et elle pourra voir tout ce qu'il fait. Elle le surveillera de près et rappelle à Anne de ne pas se montrer trop amicale avec sa fille. Il est temps de partir, et Anne se demande si Yuri aimerait faire quelque chose après leur sortie. Yuri répond qu'elle aimerait voir le reste de sa famille, toutes ses grandes et petites sœurs. Ursula explique que l'arbre-monde était à l'origine un seul et énorme arbre. Cependant, ses branches et son noyau spirituel ont fini par se séparer et ont été cachés dans des donjons situés dans des régions distinctes. Cela signifie que, techniquement, tous les membres de sa famille vivaient ensemble, mais qu'ils ont été séparés. Anne a décidé ce qu'ils voulaient faire, tous deux vont parcourir le monde et retrouver la famille de Yuri. Celle-ci lui en est incroyablement reconnaissante, et il est temps de commencer leur voyage. À l'extérieur de la chambre, Anne tombe sur une fourche, mais Ursula lui parle et lui dit d'aller à gauche. Elle lui a indiqué un chemin de fuite, et tant qu'il suit les flèches, il ne peut pas se perdre. Elle l'avertit également qu'un monstre, la vipère, est dans les parages et lui dit de se préparer à se battre. Anne est choquée de voir tout ce que son œil de dieu spirituel peut évaluer, et il est reconnaissant d'avoir Ursula dans son autre œil pour qu'elle lui apprenne de nouvelles façons de l'utiliser. Quelques instants plus tard, Anne a découpé la vipère en tranches, et il est clair qu'il peut désormais vaincre facilement les monstres de rang et il a donc décidé d'évaluer les capacités de la vipère. Anne a déjà évalué les capacités de la vipère, qui lui confère une augmentation de sa résistance. Il reçoit également une capacité appelée venin dissolvant, qui peut faire fondre n'importe quoi. Anne est stupéfait lorsqu'il réalise qu'il n'a pas ressenti de douleur cette fois-ci, et Yuri lui révèle qu'elle l'a soigné pour qu'il n'ait plus mal à la tête. Anne exprime à nouveau sa gratitude et met Yuri dans tous ses états. Il finit par tomber sur une porte géante, et Ursula lui donne une leçon sur les donjons et leurs chefs. Elle lui explique que les donjons sont des êtres vivants qui consomment des humains, et que ce qui alimente les donjons est un cœur qui bat. Ce cœur battant est le noyau du labyrinthe. Les donjons ne peuvent pas permettre que leur cœur soit détruit, c'est pourquoi les monstres chefs agissent comme des gardiens. Anne doit vaincre le chef du donjon, sinon la sortie ne s'ouvrira jamais. Sans exception, les boss des donjons sont incroyablement forts. Anne reconnaît que les filles l'ont rendu assez fort pour vaincre les monstres de rang S, mais ils ne sont rien comparés aux boss des donjons. Anne craint ce qui se passera s'il perd, mais Yuri est là pour le calmer. Ursula l'encourage également, mais pas aussi gentiment, et Anne reprend confiance en lui. Il n'est plus le Anne désespéré qui s'enfuit en ramassant des ordures en attendant la mort. Il est désormais Anne l'évaluateur, qui a reçu la bénédiction divine de l'arbre-monde. Anne franchit la porte et découvre le cœur du donjon. Juste à ce moment-là, le monstre géant apparaît, et Anne demande à Yuri de retourner dans son œil pour se mettre à l'abri. Ursula fait remarquer que leur différence de taille est trop grande, et qu'Anne devra donc s'approcher beaucoup plus près. Anne se rapproche, mais Ursula l'avertit qu'une attaque se prépare. Il solidifie ses bras et utilise sa force surhumaine pour se préparer à l'impact. C'est une attaque terrifiante qui ressemble à la chute d'un météore et qui écrase le sol autour d'Anne. Les vêtements d'Anne se déchirent alors qu'il parvient à résister à l'attaque, et Yuri le soigne alors qu'il subit d'incroyables dégâts. Anne se rend compte que son ancien moi aurait été terrifié à ce moment-là, mais ce n'est plus ce qu'il est. Anne repousse l'attaque du monstre et utilise sa nouvelle capacité Dissolving Venom. Le bras du boss est ainsi détruit,
mais N doit encore esquiver les attaques de l'autre bras. Le monstre est encore incroyablement puissant et N se rend compte qu'il ne pourra pas gagner aussi facilement. Ursula s'en aperçoit également et décide de donner à N la permission d'utiliser le sort de déchirure ultime qu'elle lui a enseigné. N est stupéfait, mais elle lui explique qu'avec la puissance magique dont il dispose actuellement, il devrait pouvoir lancer le sort ultime une seule fois. Yuri le soignera s'il s'effondre en l'utilisant, et elle lui donne donc la permission d'y aller à fond. N prépare sa capacité alors que le boss se prépare à attaquer, mais N dit qu'il est trop tard. N utilise son ultime Nova Strike, et la boule de feu géante décime le monstre. N s'étourdit après avoir réussi à vaincre ce puissant monstre, et Yuri se réjouit en le soignant. N ne s'attribue pas tout le mérite, car il sait qu'il n'aurait pas pu le faire seul. Il remercie Yuri, mais Ursula n'apprécie pas leur proximité et lui demande de se dépêcher d'évaluer le boss. N obtient plusieurs capacités après avoir évalué le golem, mais Ursula lui dit qu'il n'a pas fini, qu'il peut même évaluer le noyau du labyrinthe. N se demande ce qui va se passer s'il le fait, et Ursula se téléporte à côté de lui. Elle lui explique que son œil gauche est techniquement l'arbre-monde, et qu'elle peut donc se téléporter auprès de lui à tout moment. Ursula révèle que le noyau du labyrinthe est similaire au noyau de l'esprit et qu'elle peut l'utiliser pour renforcer l'œil d'N. N est stupéfait, car son œil est déjà très puissant, mais il peut encore évoluer avec chaque noyau du labyrinthe. N accepte avec enthousiasme la proposition d'Ursula de l'implanter maintenant, ce qu'Ursula fait, et l'œil du dieu spirituel d'N passe au niveau 2. Ursula lui explique que s'il continue à vaincre les monstres et à absorber des noyaux du labyrinthe, il pourra faire évoluer son œil vers de nouveaux sommets. Après la sortie, N est stupéfait lorsque la porte se referme derrière eux. Il s'avère que la perte du noyau du labyrinthe a scellé la route vers l'arbre-monde. Il est probable que le trou dans lequel N est tombé soit également scellé. Cela signifie que personne d'autre ne pourra jamais atteindre l'arbre-monde et que Yuri pourra vivre en paix à partir de maintenant. Les filles sont soulagées et il est enfin temps de retourner à la surface. Ailleurs, Zwaad raconte les horreurs qu'il a rencontrées dans un donjon. Il conseille à tout le monde de ne pas s'approcher de cet endroit, car il est infesté de chiens de l'enfer. Zwaad dit qu'il serait impossible pour quiconque de survivre, et qu'il ne faut donc jamais y aller si l'on ne veut pas mourir. Les autres aventuriers lui disent qu'il a de la chance d'être en vie, mais Zwaad attribue tout au courageux N. Il ment et dit qu'N lui a dit de quitter le donjon pendant qu'il combattait les chiens de l'enfer. Les autres ne connaissent N que comme le ramasseur d'ordures, mais Zwaad devient furieux et explique qu'N était bien plus que cela. N était courageux, et il a protégé ses amis en agissant comme un bouclier humain. Tout le monde le console, mais le méchant Zwaad sait que tout cela n'est qu'un mensonge. Jolene et lui sont les seuls à connaître la vérité, et Zwaad ne peut laisser personne découvrir ce qui s'est réellement passé. Zwaad continue son numéro dramatique en s'excusant auprès d'N, et il s'écrie qu'ils n'oublieront jamais son sacrifice. À ce moment-là, Zwaad est stupéfait par l'apparition d'N et se demande de quoi il parle. N explique qu'il est simplement sorti du donjon en battant tous les monstres qui se trouvaient sur son chemin, mais Zwaad refuse de le croire. Zwaad a vu tous les monstres puissants qui se trouvaient là, il est donc certain qu'N n'aurait pas pu survivre. À ce moment-là, tout le monde se demande pourquoi Zwaad n'est pas heureux de voir que le type qui lui a sauvé la vie est bel et bien vivant. Heureusement, N est là pour révéler la vérité, il explique qu'ils l'ont en fait paralysé et l'ont laissé comme appât pour le chien de l'enfer. Tout le monde s'en prend rapidement à Zwaad en le frappant, mais N les arrête de façon surprenante. Il leur fait remarquer qu'au moins, il est toujours en vie, et que c'est tout ce qui compte. N réfléchit au fait que Zwaad est le seul à l'avoir laissé entrer dans son groupe, lui qui n'était qu'un paria sans valeur. C'est aussi parce que Zwaad l'a abandonné qu'il a pu rencontrer les filles qui ont changé sa vie. N fait preuve d'une incroyable évolution et choque tout le monde en remerciant Zwaad. Les aventuriers sont stupéfaits qu'N ait remercié quelqu'un qu'il avait laissé pour mort. Ils se rendent compte qu'il a beaucoup changé et se demandent s'il s'agit bien du même N. Plus tard, nous apprenons qu'N a acquis encore plus de capacités après avoir vaincu un boss dans un donjon proche de la capitale. Son œil a de nouveau évolué, ce qui lui permet de lire n'importe quelle écriture. Malheureusement, il n'y avait pas d'arbre-monde dans ce donjon, alors il faut passer au suivant. Ursula n'est pas surprise qu'il soit difficile à trouver car les arbres-mondes sont le carburant du monde entier. Il serait très dangereux de les trouver trop facilement. N s'excuse, car il faudra du temps pour trouver le reste de la famille de Yuri, mais elle n'est pas pressée. À ce moment-là, ils entendent quelqu'un appeler à l'aide non loin de là, et N se précipite. N vainc tous les monstres de la région et gagne plusieurs capacités supplémentaires pour son effort. La fille qui l'a sauvé se prend rapidement d'affection pour N et l'appelle même son héros. Le type qui l'accompagne révèle qu'il s'appelle Jasper et explique qu'il est à la tête d'une société commerciale. La fille qui le serre dans ses bras est Claudia, la troisième princesse de ce pays. De retour au domaine, Claudia remercie N et les filles. Une fois les présentations formelles terminées, Claudia veut retourner serrer son héros dans ses bras, mais Yuri l'en empêche. Claudia ne comprend pas pourquoi, et Yuri s'efforce de lui donner une réponse. Finalement, elle prend son courage à deux mains et Yuri lui annonce qu'elle est la femme d'N. Bien sûr, N est stupéfait, mais Claudia ne se laisse pas décourager et déclare qu'elle sera simplement la seconde femme d'N.
Yuri n'arrive pas à croire que la princesse n'a pas abandonné, mais Claudia explique qu'à notre époque, il n'est pas rare qu'un homme ait plusieurs épouses. Les filles se disputent et Ursula est heureuse de voir que sa fille se fait des amis si rapidement. Alors qu'elles se disputent, Jasper révèle qu'il aimerait lui aussi épouser Anne. Il explique d'abord qu'il est à la tête d'une guilde appelée la Compagnie Guino. Anne est stupéfait car les produits de cette guilde sont partout. Jasper dévoile ensuite sa chambre remplie de bijoux précieux et explique sa mission dans la vie. Il a décidé de sauvegarder les joyaux de ce monde. Jasper remarque que l'œil gauche d'Anne est un noyau d'esprit, la puissance de l'arbre du monde. Il explique ensuite la légende de l'arbre du monde. Il y a longtemps, il se tenait au-dessus du sol, mais il s'est passé quelque chose. Le seigneur démon de la calamité, appelé Mictarin, tentait de détruire le monde. Afin de sceller le seigneur, l'arbre-monde a utilisé toute sa puissance. Malheureusement, on dit qu'il s'est ensuite desséché, laissant derrière lui ses noyaux spirituels. Jasper a cherché un noyau spirituel toute sa vie, et c'est pourquoi il aimerait épouser Anne. Bien sûr, Anne a l'intention de rejeter l'offre parce qu'il ne roule pas comme ça, mais Ursula a une autre idée en tête. Jasper a passé toute sa vie à chercher des noyaux d'esprit, il a donc probablement des informations sur les arbres de l'autre monde. La vieille chauve-souris veut qu'Anne épouse Jasper pour pouvoir utiliser son argent et ses informations. Anne rejette toujours l'offre, mais dit à Jasper qu'ils peuvent être amis. Jasper dit qu'Anne peut toujours vivre dans le manoir, mais les filles s'interrompent pour étreindre Anne. Heureusement, Jasper a des informations sur les noyaux spirituels, mais il révèle qu'ils se trouvent dans des zones très dangereuses. Il est presque impossible d'enquêter sur ces zones, mais Anne veut en savoir plus. Jasper est choqué lorsqu'Anne dit qu'il pourrait être en mesure de récupérer les noyaux, et Jasper commence immédiatement les préparatifs. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.